bienvenue d'une part dans notre petite halle, qui verra tout à l'heure, comme à l'habitude, un événement majeur, notamment pour le monde du vin, mais également pour notre bonne ville de Beaune, et je pense pour vous toutes et vous tous, élément du patrimoine, 162e vente des vins des Hospices de Beaune. C'est un moment tout à fait magique, puisqu'il y a toujours, bien sûr, le suspense, non seulement du produit de la vente, qui est important pour notre hôpital, je le dis avec mon directeur préféré qui est derrière moi, qui est toujours un peu inquiet, parce qu'il sait qu'il a il a besoin d'argent encore pour le prochain bâtiment H, le bâtiment bleu, comme on dit à Beaune, de l'hôpital pilote de Beaune, qui était pilote à la fin des années 60. Et si on veut qu'on puisse encore le piloter, il va falloir effectivement faire quelques frais. Et puis bien sûr, nos associations cette année, donc Vision du Monde et Princesse Margot, avec les directrices, les présidentes, et puis bien sûr Flavie Flamand qui nous fait l'amitié d'être là ce matin. Elle n'a pas dormi de la nuit, elle est restée vraiment debout pour être fidèle au poste. Je crois que Benoît Magimel nous rejoindra tout à l'heure, mais je crois qu'il est encore en train de travailler un petit peu, donc ce sera bien sûr avec plaisir que nous l'accueillerons. Et puis bien sûr notre partenaire, la maison Sotheby's, avec sa directrice générale qui est ici, et puis last but not least, notre Ludivine, qui est bien sûr aussi la grande responsable, parce que quand ça va bien, c'est grâce à elle, quand ça va mal, c'est grâce à elle aussi, donc on espère que ça ira bien. Tout va bien. Voilà, vous accueillir, vous toutes et vous tous, et puis Madame la sénatrice au premier rang que je salue, les présidents, le BIVB, toutes celles et tous ceux qui font bien sûr, je ne vais pas dire l'histoire de la Bourgogne, mais l'histoire contemporaine de la Bourgogne, puisqu'ils ne sont pas si vieux que ça, et donc les remercier bien sûr de leur présence. Vous aurez d'ailleurs en deuxième partie, après l'entracte, la conférence du BIVB à laquelle on tient aussi, parce que c'est l'occasion également, au-delà de la vente, de dire comment vont nos vignobles, comment va notre vin et effectivement quelle est la qualité de ce millésime. Je laisserai bien sûr à Ludivine le soin de faire effectivement cette présentation. Vous dire simplement que cette vente des vins se situe toujours dans le cadre des Trois Glorieuses. Nous étions hier soir au Clos Vougeot, puisque c'était le dîner de gala de la vente des vins des Hospices, que déjà nos amis du Tas de Vin ont été généreux, mais pas assez. Il y aura bien évidemment cette pièce de charité. On espère bien évidemment que les records seront battus. En tous les cas, c'est mon vœu le plus cher pour défendre la cause des enfants qu'on a choisi cette année avec François Poher. L'an dernier, c'était, mais là c'est un sujet récurrent, les violences faites aux femmes. Cette année, on a choisi la cause des enfants et je pense que ces belles associations vont être tout à fait à même de défendre cette cause de solidarité. Et puis, il y a bien sûr aujourd'hui la vente des vins, la vente cet après-midi, le dîner de gala, la poêle de Meursault demain, et puis mardi, on aura une quatrième glorieuse, puisqu'on aura une visite inaugurale de la Cité des Vins, qu'on a portée sur les fonds baptismaux. Benoît de Charette est là aussi, le futur occupant, mais qui sera occupant avec titre, qui dans ces conditions nous fera l'amitié avec son association de nous convier, quand je lui remettrai les clés, grosso modo à la mi-mai, pour vraiment l'inauguration, l'ouverture au grand public, et nous aurons, si tout va bien également, une phase inaugurale, cette fois-ci date anniversaire par rapport à aujourd'hui, donc vente des vins 2023, l'inauguration de l'ensemble de la cité publique, la cité privée. Vous voyez, vous avez encore quelques rendez-vous devant vous, et je vais passer aussitôt la parole donc à François Poher, qui va vous parler bien sûr de la vente et de la cause de l'enfance. Je n'ai pas tout dit, François, ça va, j'étais court. Voilà, monsieur le directeur, c'est à vous. Bonjour mesdames, messieurs. Si je porte devant vous ostensiblement ce masque que d'ailleurs je vais enlever pour une meilleure compréhension, c'est pour témoigner de ce que vivent les hospitaliers à Beaune, en Bourgogne, en France et dans le monde entier, c'est-à-dire une crise des systèmes de santé comme probablement nous n'en avons pas connu depuis fort longtemps. Oui, les agents hospitaliers, les soignants, ils sont un petit peu comme ceux qui font des performances en public. Sauf que nous, on n'a pas eu le temps d'avoir le trac en 2020. Et qu'ensuite, on est tous partis au combat avec l'adrénaline, parce qu'il y a l'action et parce que nous avons le sens de l'abnégation.
Et puis, comme tout événement, ensuite, il y a une partie où on accuse le coup, il y a une partie un petit peu de déprime, il y a le retour du quotidien, on se repose des questions sur le sens de nos vies et des limites au don de soi. C'est ce que vivent en ce moment les systèmes de santé, et c'est pour ça qu'il est si difficile d'arriver à retrouver le niveau de ressources humaines dont nous avons tous besoin. Alors il faut malgré tout rassurer, parce que nous avons su nous adapter depuis 2 ans et demi et qu'on va continuer à le faire. On va continuer à le faire parce qu'il nous faut plus d'ambulatoires, parce qu'il nous faut faciliter le retour à l'accès aux soins, parce qu'il nous faut abattre les barrières et pour les professionnels, mieux harmoniser les vies professionnelles et les vies personnelles, ce qui n'est pas le seul enjeu d'ailleurs des hospitaliers, mais de tout notre monde économique. Alors nous avons une chance aux Hospices civils de Beaune, c'est que nous avons des moyens particuliers, grâce aux acheteurs qui seront là tout à l'heure dans la salle, pour nos édifices et nos équipements. Par exemple, nous aurons dans notre futur hôpital, dont les travaux commenceront dans 1 an maintenant, une proportion de chambres à un lit, mais aussi de chambres familiales en maternité qui sera au-dessus des moyennes nationales. Et puis, on a souhaité donner des thématiques à notre action dans ce poste sanitaire. Et cette thématique sera celle de l'hospitalité en 2023. Quoi de naturel? On va revoir complètement nos conditions d'accueil au téléphone, d'accueil physique des personnes, parce que l'accès aux soins commence par là. Et puis on reprend complètement l'organisation de nos parcours de soins en ce moment, de façon à les rendre plus faciles, plus lisibles. C'est ô combien difficile. Et enfin, notre service des urgences fera peau neuve avec un chantier qui commence dès le mois de janvier pour 3 mois. Et on aura tiré toutes les leçons de la crise sanitaire. Enfin, et vous avez le petit fascicule avec vous, pour aller jusqu'au bout de l'hospitalité, on s'occupe de l'hospitalité aussi au domaine, dans nos vignes, mais à l'Hôtel-Dieu derrière moi. Et pour la première fois, nous avons un programme culturel, parce que la ville de Beaune, et j'espère que, je suis sûr même que monsieur le maire m'y encourage fortement, c'est pas juillet, août et le mois de novembre, c'est toute l'année qu'il est possible de venir faire des séjours tout à fait passionnants dans notre ville. Et le moindre des devoirs de l'Hôtel-Dieu, c'était de proposer des activités, des programmes, des visites spécialisées que vous pourrez lire dans ce programme qui vous a été remis tout au long de l'année. On va aussi travailler la question de l'environnement. Je ne sais pas s'ils ont terminé leur COP dont j'ai oublié le nombre. Ça doit être 27, 28, 29, je ne sais pas où on en est. Mais en tout cas, nous allons prendre et nous avons commencé à prendre nos responsabilités. La conversion bio engagée de fait depuis 5 ans l'est officiellement depuis 2 ans. Et vous savez que nous le faisons pour des tas de raisons, mais comme directeur d'hôpital, c'est important parce que on se doit de respecter ceux qui travaillent dans les vignes, ceux qui vivent autour de nos parcelles et ceux qui consomment nos vins. Enfin, les enfants. Hier, pas hier en fait, ce matin très tôt, j'ai repensé à un magnifique poème de Victor Hugo. Vous savez, lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Et notamment, je vous invite à relire la totalité du poème, mais cette dernière partie qui est si belle. Seigneur, préservez-moi, préservez ceux que j'aime, frères, parents, amis, et mes ennemis même dans le mal triomphant. De jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles, la cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles, la maison sans enfants. Enfin, merci de votre présence. Merci de votre attachement à notre belle institution qui chaque jour fait preuve d'une puissante mobilisation au service de la population, de la dynamique économique et touristique de notre territoire. Je vous remercie. C'est à moi d'annoncer la suite. Alors, désormais, c'est Madame Ginou, de Sotheby's France, qui va continuer après moi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Poher. Bonjour à tous. Je suis Marianne Ginoux, directrice générale de Sotheby's France, et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui sous la halle de Beaune pour une nouvelle édition de la vente des vins des Hospices de Beaune, la 162e. En 2021, Sotheby's a eu l'honneur d'orchestrer pour la première fois aux côtés des Hospices cette vente. Et donc depuis un an, un peu plus même, puisque nous avons commencé à préparer évidemment plus tôt, depuis plus d'un an que nous sommes le partenaire des Hospices, nous mesurons pleinement l'importance de l'ensemble de nos actions en faveur de la plus ancienne et de la plus célèbre vente aux enchères de vins caritatifs au monde. Nous sommes très fiers d'être aux côtés des Hospices pour cela, pour toutes les raisons que M. Poher vient de rappeler. Alors, je ne citerai pas Victor Hugo, mais voilà, je trouve cette poésie parfaite pour lancer la journée. Et cette aventure humaine commune a démarré pour nous au printemps 2021. Elle a été rythmée par des événements tenus dans plus de 15 villes de par le monde, dans un contexte, on s'en souvient encore, un peu compliqué en termes de Covid, et donc nous avions achevé ce premier chapitre l'année dernière à la même époque sous la halle sur un immense succès, un total record de 12,6 millions pour 362 lots, donc beaucoup moins que cette année, vous le savez. Et à l'époque, donc un prix moyen de la pièce de près de 35 000 euros et un prix record pour la pièce des précédents de 800 000 euros. Et cette première vente commune avec les Hospices était concomitante pour nous avec le lancement de notre département des vins en Europe continentale, avec pour base la France. Et avec ce nouveau développement du business des vins pour Sotheby's, nous avons fait de Beaune un des centres névralgiques de nos opérations. On organise beaucoup de choses depuis le territoire. Et la demande pour les vins de Bourgogne, vous le savez, ne cesse d'augmenter. Une tendance qui s'est confirmée l'année dernière. Pour Sotheby's, le montant de nos ventes de vins et spiritueux a atteint l'année dernière un total record de 132 millions de dollars. Et les vins de Bourgogne représentaient 46% de ce chiffre. Et donc Sotheby's Wine a connu en 2021 une année particulièrement fructueuse. Nous avions organisé 53 ventes à travers le monde. Pour la 162e édition de la vente des vins, notre programme de préparation a été tout aussi intense, voire plus, puisque nous avons pu à nouveau voyager un petit peu plus. Et avant la vente, notre équipe des vins, avec Jamie Ritchie, Amaïa Saouli qui sont dans la salle, Benoît Vial, rencontrait des clients avec près de 20 dégustations de par le monde, pour à chaque fois, dans ces événements, rencontrer et impliquer les collectionneurs et leur donner l'opportunité de découvrir à la fois l'histoire de l'institution, sa particularité, et l'excellence des vins de cette institution unique au monde. Je vais devoir parler un peu plus fort, je crois, ou chanter, je ne sais pas. Donc l'accent a été mis, bien sûr, sur la qualité des vins produits par Ludivine Griveaux et par son équipe, et sur le merveilleux millésime 2022 dont elle parlera beaucoup mieux que nous. Donc pour la vente, nous continuons également à innover à travers des outils à disposition pour nous, donc les outils notamment numériques pour atteindre un public international toujours plus nombreux, mais aussi localement pour que l'expérience de la vente soit toujours plus agréable, avec quelques innovations plus ou moins discrètes, comme cet immense écran géant derrière nous. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si vous m'entendez, mais en tout cas, j'ai un joli son. Donc, je vais essayer de rythmer la fin de mon propos en passant surtout la parole à Ludivine Griveaux, régisseur du domaine viticole des Hospices de Beaune. Je crois qu'avant, je laisse la parole aux représentants des associations Vision du Monde et Princesse Margot. Je vous souhaite bon courage pour en parler avec le bruit que j'entends derrière. J'espère qu'il aura cessé d'ici là et je vous remercie tous pour votre présence. Merci. Bonne journée. Bon, c'est manifestement une batucade, comme j'ai une épouse brésilienne, mais je suis sûr qu'elle est à la maison, c'est pas elle. Je suis sûr que non. Madame Camille Romain Desbeaux, qui est directrice générale de l'association Vision du Monde. Je ne vais pas me risquer à quelques pas de danse, mais je rebondirai quand même sur vos derniers propos, Monsieur Poher, sur les conséquences indirectes de la pandémie de Covid, qui semble pour certains déjà loin. Mais la pandémie de Covid a complètement rebattu les cartes pour les enfants les plus vulnérables, pour les personnes les plus vulnérables.
les confinements à répétition ont éloigné les enfants des bancs de l'école. Tout le dérèglement économique a plongé des milliers de personnes dans l'extrême pauvreté. Et là où on avait une courbe qui était plutôt positive et pleine d'espoir, je dirais, dans la lutte contre l'extrême pauvreté, on est de nouveau reparti à la hausse sur l'extrême pauvreté. Et qui sont les personnes les plus touchées? Ce sont les enfants, les plus fragiles, les plus vulnérables, les enfants porteurs de handicap aussi. Donc ces enfants pour lesquels l'association Vision du Monde, qui fait partie d'un réseau international qui s'appelle World Vision International, se bat partout dans le monde pour permettre à chaque enfant, à chaque petite fille, chaque petit garçon, quel que soit l'endroit où il est né, de bien vivre sa vie. Et bien vivre sa vie, ça veut dire très concrètement, très simplement, manger à sa faim, suffisamment chaque jour pour bien grandir, c'est boire de l'eau potable, c'est aller à l'école et c'est avoir la capacité de choisir ce qu'il va faire plus tard. Donc Vision du Monde met en place des projets très concrets qui s'inscrivent dans un temps long. Monsieur le maire, vous le savez, il faut du temps pour faire changer des choses. Donc on s'inscrit dans des projets qui durent une quinzaine d'années, dans les zones qui sont suffisamment stables pour le faire, en impliquant les familles. On ne fait pas à la place d'eux, on fait avec. On est vraiment là pour soutenir et donner aux familles les clés pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'est un premier pan de notre travail. Et quand on dit qu'on vient en aide aux enfants les plus vulnérables, l'actualité chaotique, je dirais, de notre monde, les guerres, les déplacements internes, là aussi mettent les enfants en danger pour leur vie, bien sûr, en Ukraine, en Afghanistan, mais aussi aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique. Toutes ces crises, en fait, vont aussi mettre les enfants donc en danger, et donc Vision du Monde intervient également donc, au Venezuela, pour Venezuela, Colombie, avec les familles de Caminantes. On est en Afghanistan, je le disais, en Ukraine, en Moldavie, où j'étais il y a quelques mois, voilà, pour permettre de protéger ces enfants et leur permettre de vivre pleinement leur vie. Donc pour cette vente aujourd'hui, Vision du Monde a présenté, et nous sommes très contents d'imaginer que ce projet va pouvoir être soutenu, d'aider plus particulièrement les filles au Kenya, les petites filles au Kenya, dont on ne parle pas beaucoup en France, mais il y a des zones entières du Kenya qui sont extrêmement pauvres, et des zones dans lesquelles se pratiquent les mariages d'enfants. Donc c'est les toutes jeunes filles de 10-13 ans, en fait, sont mariées de force. Je vous passe les détails que vous imaginez derrière quand on est marié à 12-13 ans et qu'on est enceinte, et à 14. Donc c'est un cercle vicieux de pauvreté qui est enclenché, et cette pratique des mariages est associée à une pratique, je n'ai pas d'adjectif, barbare, je crois qu'on peut le dire, de mutilation génitale sur les petites filles, avec les conséquences bien sûr directes sur la santé de ces enfants, sur leur vie future de femmes, et bien sûr des traumatismes psychologiques. Donc Vision du Monde va mettre en place un projet de long terme, ça s'appelle Kenya Big Dream. Donc j'espère que cet après-midi, ce rêve deviendra réalité pour les enfants du Kenya, voilà, pour permettre d'arrêter cette pratique des mariages précoces. C'est une méthodologie qu'on a déjà mise en place par ailleurs et qui marche. Donc aujourd'hui, je voudrais juste finir par cette note d'espoir, d'espérance. C'est le message de Vision du Monde. Oui, il y a beaucoup de choses horribles en ce moment, il y a beaucoup de choses très négatives, mais on le sait aussi qu'en étant tous ensemble, je dirais à la fois les donateurs, mais sur le terrain, tous ensemble, on peut faire changer les choses. Oui, on peut faire changer les choses petit à petit, et qu'il y a toujours de l'espoir. Voilà, c'est le message qu'on veut délivrer aujourd'hui. Donc j'espère que cet après-midi, voilà, nos espoirs seront encore plus soutenus avec la générosité des acheteurs de ce merveilleux vin bourguignon. Voilà, merci. Madame Attab, oui, pour l'association Princesse Margot. Je suis plus petite. Bonjour, je vais rebondir sur ce que dit Camille de Vision du Monde, puisque cette année, c'est la cause pour l'enfance qui a été retenue. C'est pourquoi nous sommes là toutes les deux en représentant l'enfance. Nous avons un peu, on va dire, la même tagline, le même engagement. Nous, on dit toujours « sans vous, rien n'est possible, ensemble, tout est possible ». Donc, c'est là où on se rejoint. La cause de l'enfance, évidemment, touche tout le monde. Nous, on sait qu'en France, 2500 enfants sont atteints chaque jour d'un cancer. Ça représente à peu près un enfant sur 440, dont 20% ne guériront pas. Ma fille Margot fait partie de ces 20%, puisqu'elle est décédée à l'âge de 18 ans d'une tumeur au cerveau après 3 ans de maladie. Et puis, la malchance a frappé aussi sur notre famille, puisque mon fils
a été lui aussi atteint d'une leucémie quelques années plus tard. Lui n'est pas dans les 20% puisqu'aujourd'hui il est guéri. Après ces épreuves, j'ai décidé de poursuivre ma vie en la donnant aux autres et surtout aux enfants atteints de cancer, puisque j'ai fondé l'association Princesse Margot en 2012, il y a 10 ans, pour aider et accompagner ces familles qui traversent cette épreuve, ce tsunami, ce fléau, en les accompagnant au mieux et en essayant de leur apporter le maximum de soutien, d'apaisement, de bien-être, mais aussi de chaleur et de bonne humeur, puisque on sait que le moral est très très important dans cette maladie. Aujourd'hui, grâce à la sélection de Princesse Margot aux hospices, on a décidé de financer, je l'espère, si aujourd'hui vous êtes, et si Beaune est très très généreux, une maison de parents qui va s'appeler Margôme et qui permettra aux enfants d'être pas très loin de leurs parents, puisque cette maison permettra d'accueillir les parents d'enfants hospitalisés pour que les parents, les aidants, on sait aussi l'importance des aidants, puissent être non loin de leurs enfants dans un confort, dans une maison chaleureuse où ils pourront dormir, se doucher, se reposer, être accompagnés de bénévoles et puis être surtout pas loin de l'hôpital. Voilà. Donc c'est pour cette maison de parents que je suis là aujourd'hui et j'espère que nous pourrons aider ces familles qui en ont grand besoin. Merci. Madame Flamand. Bonjour à tous. Alors, que dire après vous, Camille, Muriel? Moi, j'ai l'honneur d'avoir été contactée pour animer cette vente aux enchères cet après-midi, d'apporter ma modeste contribution. Je suis extrêmement sensible à l'enfance. L'enfance, c'est le monde de demain. Je sais aussi que l'enfance peut être fauchée pour l'avoir vécu moi-même. Et quand il s'agit de la défendre, d'essayer de la protéger et de faire en sorte que le monde demain soit meilleur, puisqu'il sera peuplé justement de ces enfants d'aujourd'hui, eh bien mon engagement est là et il est total. Donc cet après-midi, ça va être une grande première pour moi, mais je l'aborde avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'envie, l'envie d'en découdre aussi, puisque on m'a mis la pression. Pio Marmaille et Jeanne Balibar, notamment l'année dernière, qui ont réussi à battre un record de 800 000 €. Ça fait 2 jours que je me la pète en disant qu'on va passer le million. Donc ce matin, j'étais en train de me dire, bon, ok, est-ce que je suis pas allée un petit peu fort? Mais je me dis en fait que non. Quand il s'agit de défendre l'enfance et de faire des paris comme ceux qui ont été exposés juste avant par ces présidentes qui sont engagées et dont c'est le quotidien, eh bien finalement, je me dis que non, c'est pas trop demander, trop vouloir, trop espérer qu'un million d'euros pour pouvoir aider le travail de ces associations. Et puis comme François, vous citiez Victor Hugo, permettez-moi de le faire aussi. Victor Hugo, en tout cas on lui attribue cette phrase que j'ai moi-même utilisée pour un combat qui était le mien contre les violences sexuelles sur mineurs il y a 6 ans. Victor Hugo a dit un jour « Rien n'arrête une idée dont l'heure est venue ». Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de remporter 1 million d'euros dans cette prestigieuse vente aux enchères. Et j'espère que rien ne nous arrêtera. Merci beaucoup. Bon, il est temps de parler du vin. Enfin, Madame Griveaux, si vous voulez bien, et ensuite nous aurons, parce que comme ça je ne vais pas faire chaque fois le maître des cérémonies, nous aurons Monsieur Labbé et Monsieur Denollet du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir, un immense honneur de vous retrouver pour vous parler un peu de ce qui a animé notre année, de ce qui nous a parfois fait mal dormir, mais qui a parfois dans un accouchement douloureux abouti à vous présenter 802 bébés cette année. Ce millésime 2022 qui
force est de constater, nous a quand même un petit peu bousculé encore dans nos retranchements. On pensait que 2021, 2019 allait nous avoir apporté son lot de surprises, et puis 2022 est arrivé. J'ai voulu l'appeler Viva la Vida, ce millésime, parce que la vie fait que on est toujours obligé dans nos métiers de se remettre en question, et puis de respecter, quoi qu'il arrive, ce que la nature décide ou pas, d'ailleurs, de nous donner. Alors 2022, pour vous faire très court, parce que je crois que la plupart d'entre vous connaissez déjà les éléments marquants, mais 2022 n'était pas censé être si précoce. C'était pas parti pour être un millésime aussi précoce, et c'est à cause de Mars qui a été anormalement chaud que les bourgeons ont commencé de sortir. Donc dans cette dynamique-là, après, la vie ne s'est jamais vraiment arrêtée. Et malgré les mauvaises nuits des 3 et 4 avril, des 9 et 10 avril, où les gelées étaient attendues, elles sont arrivées. Quand M. Poher, je me rappelle très bien de ce moment-là, en comité de direction, me dit « Madame Griveau, qu'est-ce qu'on fait ?» Je lui dis « Rien. » Mais je flippe, parce que j'ai peur d'avoir mal décidé. En même temps, c'était aussi inconcevable, inimaginable de poser des bougies partout, parce que le domaine est ainsi constitué que son étendue est trop vaste pour choisir. Et aussi parce que peut-être que les conditions de pousse et végétatives n'étaient pas suffisamment risquées. En tout cas, on a tenté. Merci de votre soutien sur mes décisions, pas faciles à prendre. Bon, on est passé au travers dans un contexte après où les maladies se sont faites extrêmement rares, où le mois de mai a finalement fait basculer le millésime dans une précocité véridique et officielle. On a quand même tout de suite vu que la sortie de fruits allait être généreuse. Ce serait vous mentir que de dire qu'on n'était pas content, hein. On aimait bien nous voir plein de grappes sortir, des grosses avec des rafles imposantes. Et puis en plus, la fleur s'est très bien passée, tout début juin. Donc vous mettez un petit peu de cumul de pluie de temps en temps par-ci par-là, et on aborde juin avec certes une condition de réserve hydrique basse, mais avec un potentiel de récolte important. Donc juin s'est retrouvé comme étant le mois de toutes les décisions pour le régisseur que je suis avec les équipes, parce que c'est jamais simple de décider seul. Donc merci à mes équipes de vignerons de m'avoir été d'un précieux conseil. C'est eux qui ont le recul sur les parcelles. Donc quand on décide en juin de quand même enlever un petit peu de récolte, quand on décide en juin de ne pas effeuiller parce qu'on veut protéger, le soleil étant déjà important, les cumuls de température sont élevés, l'ensoleillement est long, les journées sont longues, il fait chaud longtemps. Donc toutes ces décisions-là de choix culturaux ont été primordiaux, et je pense qu'ils sont très impliqués dans le fait qu'on a réussi à vous proposer hier après-midi de très jolis vins, aussi bien en blanc qu'en rouge. Juin a pour moi fait le millésime 2022. J'ai longtemps cherché, après avoir vinifié, ce qui était en lien en fait avec ce qu'on avait traversé aux vignes, et puis les raisins, leur quantité, leur qualité qu'on trouvait dans les chais. Et je pense que c'est juin. Juin a été excédentaire en soleil, excédentaire en lumière, mais également excédentaire en eau. Donc je pense que la vigne a profité du mois de juin pour se dire je vais garder tout ce qu'on est en train de me donner, et c'est certainement ça qui a conduit à ce que même mi-août, les signes de stress hydrique n'étaient pas si importants que ça, compte tenu du contexte climatique que l'on traversait pour cet été. Il a fallu attendre le 13 août pour commencer de déceler les premiers signes de stress hydrique. Non pas forcément par des défoliations, ni par l'atteinte de raisins figués, mais simplement parce qu'en fait on a eu un aoutement et une véraison très lente. Donc si la vigne ne nous a pas officiellement montré qu'elle avait soif et chaud à travers ses feuilles, puisque c'est la première chose qu'on voit visuellement, elle nous a quand même dit « Attendez, moi je vais quand même aller à mon rythme, et puis finalement je ne vais pas être si précoce que ça ». Donc quand on s'attendait à récolter le 15 août, il a fallu attendre un peu, et au domaine des Hospices de Beaune, c'est le 25 août que les premiers coups de sécateur ont été donnés dans le Mâconnais, avec nos belles parcelles de Pouilly-Fuissé.
Et puis nous avons ensuite enchaîné avec la Côte de Beaune dans les Blancs à partir du lundi 29 et pour enchaîner et cumuler la récolte des rouges et des pinots noirs à partir du mardi 30. C'est historique que la récolte dure si longtemps. Nous avons mis 18 jours à tout aller chercher. Alors, parce qu'il y avait beaucoup de récoltes, ça je vous l'ai dit, mais aussi parce que nous avons pris le temps, pris le soin. Moi, je suis complètement d'accord sur le fait que le temps soit notre allié, même si tout va vite aujourd'hui. Nous, on a le luxe de pouvoir prendre le temps. Et on l'a pris pour aller chercher les pomards, par exemple, que l'on a attendus. On l'a pris pour aller chercher les Saint-Romains, qui sont rentrés uniquement le 16 septembre. Nous l'avons pris également pour glisser la récolte des cortons de façon très inattendue au milieu des Beaunes. Les cortons Charlemagne ont tiré leur épingle du jeu un peu plus tard. Donc vous voyez toute cette mosaïque de dates de vendange correspond très bien en fait à la mosaïque de nos climats, de nos parcelles. Et la mise en œuvre des vinifications s'est passée d'autant plus facilement en fait que nous étions très réconfortés et très sereins sur nos dates de récolte. C'est donc des vins blancs expressifs, avec beaucoup d'extraits secs, avec une pureté aromatique et une belle fraîcheur aussi qu'on va pouvoir proposer cet après-midi pour 182 pièces en blanc, 620 pièces en rouge. Alors tous un peu à leur place quand même. J'étais encore ce matin à la cuverie et les dégustateurs me disent « Ah, c'est super, les Volnay goût de Volnay, les Pomards goût de Pomards, on est bien dans tes cortons ». C'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire parce que dans un millésime qui pourrait paraître comme étant un peu linéarisant, un peu lissant, quand il fait chaud pour tout le monde. Et pourtant, nos grands terroirs ressortent. Mais la difficulté du vinificateur, c'est de s'effacer devant ça et d'être au service. Alors, je suis bien placée pour être aux Hospices de Beaune, pour avoir une petite notion d'être au service d'eux, mais d'être au service de la révélation de nos grands terroirs. Et donc, vous trouvez des vins rouges denses, consistants, tanniques, mais ronds, et surtout sur une très belle fraîcheur de fruits. Et je pense que cette fraîcheur de fruits-là, on est allé la chercher parce qu'on a bien vendangé et au bon moment. Donc j'espère moi aussi que cet après-midi, le record, non seulement de cette belle pièce des présidents, ben voilà, sera complètement atteint, voire dépassé. Mais dépassé, on a dit. Ah, dépassé. On n'est pas là pour refaire au moins pareil. Non, pas du tout. On dépasse. Mais également pour pouvoir permettre une belle après-midi, vous dire, mais M. Poher en a parlé, que vous êtes tous au courant maintenant, notre deuxième année de conversion bio s'est très bien passée. On avait commencé en 2021, donc autant vous dire que si on réussit 2021, on était confort quand même en 2022. On verra 2023. C'est donc en 2024 que la récolte sera officiellement issue de raisins biologiques avec production de vin bio. Que nos nouvelles cuvées ne le sont plus, mais je suis contente d'avoir fait mon petit coup de spectacle avec la cuvée des Cortons. Tout le monde attendait la cuvée de Beaune Premier Cru Blanc Clos des Mouches, qui est là. Mais la vraie surprise, c'était les Cortons. Les 4 cuvées de Cortons qui sont dorénavant proposées avec séparation de nos climats. Des cuvées très identitaires. Et je pense qu'ils devraient contribuer à faire en sorte qu'on ne se soit pas levé pour rien et qu'on sache pour qui nous nous sommes levés chaque matin. Merci. François, c'est à toi. Bien. Je ne peux rien dire d'autre ou rien ajouter à ce que Ludivine vient de nous dire en ce qui concerne la qualité des vins, parce que de Chablis à Mâcon, ça s'est passé comme chez toi, Ludivine, c'est-à-dire merveilleusement bien. Nous venons de finaliser une première estimation de récolte et nous tablons sur 1 750 000 hectolitres, c'est-à-dire environ 230 millions de bouteilles, à rapprocher avec le chiffre de l'an dernier qui était de 992 805, Christian, je pense sous votre contrôle. Voilà. Année exceptionnellement basse, comme nous nous en souvenons, à rapprocher de 2018, mais nous avons 1000 hectares de plus en production cette année par rapport à 2018. Donc la qualité de nos vins en Bourgogne est remarquable, mais l'année a été mouvementée et je
ferai un petit historique de cette récolte qui a commencé le 16 août pour les créments de Bourgogne, et nous avons terminé dans la Côte de Nuit au début de la 3e semaine de septembre, en même temps que Chablis et les Hautes-Côtes. Et effectivement, 6 semaines entre le début et la fin des vendanges, c'est quelque chose que nous n'avions jamais vu. Les vinifications sont bien passées, les vins sont bons, les degrés sont modérés, les couleurs très pures, de la souplesse en bouche, mais vous êtes tous des experts, vous avez tous goûté, et je pense que vous pouvez tous confirmer ce que je suis en train de dire. Malgré ces bonnes nouvelles, nous sommes préoccupés bien évidemment par l'évolution du climat, et nous avons décidé de travailler collectivement à un projet de neutralisation carbone de la filière de nos vins pour l'atteindre dès 2035. Alors, pour cela, nous travaillons activement avec les professionnels de notre filière, bien évidemment, notre partenaire Adelph, pour établir un plan d'action que chacun pourra ensuite s'approprier. Notre objectif, c'est 60% de réduction de nos émissions de carbone pour arriver à un seuil incompressible, et pour les 40%, nous prévoyons des actions de contribution à cette neutralisation. Ce plan d'action sera acté lors de notre prochaine Assemblée générale de l'été 2023. Quelque chose de très important pour nous, c'est l'ouverture de la Cité des vins de Bourgogne sur ces 3 sites, Chablis, Beaune, Mâcon. Et Alain l'a annoncé plus tôt, le quartier de la Cité des climats et des vins de Beaune sera inauguré mardi 22/11/22 à 11h. Pour ce qui nous concerne, après des années de réflexion, de conception et de très nombreux mois de travaux avec les problèmes d'approvisionnement que nous savons, la Cité ouvrira au printemps 2023 dans les 3 villes. Ce projet que nous avons, nous, professionnels bourguignons, initiés, est soutenu par l'ensemble des collectivités, ainsi que par de nombreux mécènes privés. Il a pour objectif de transmettre le patrimoine viticole de notre région au plus grand nombre. Ce patrimoine millénaire reconnu partout comme étant un modèle, le modèle exclusif de la viticulture de terroir. Porte d'entrée, cette cité est là pour faire vivre une expérience unique, immersive et multisensorielle. Je peux compléter en disant que les travaux de gros œuvres sont terminés, que les bâtiments de Chablis seront ouverts vraisemblablement au tout début du printemps, et que Beaune vers la mi-mai. Aujourd'hui, nos équipes travaillent à meubler de façon scénographique l'intérieur, et tout ceci pour le meilleur, pour notre région magnifique. Je regardais ce matin le ciel bleu et je dis mais dans quelle belle région nous sommes, et je pense que Laurent va nous faire un petit parallèle entre ce beau climat et la bonne santé de notre économie vineuse. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci François. Alors je me suis creusé la tête les 10 dernières minutes pour essayer de trouver une citation de Victor Hugo pour vous parler des chiffres de la Bourgogne, mais malheureusement je ne dois pas avoir une culture suffisante, je n'ai pas trouvé. La bonne nouvelle, effectivement, comme l'a dit François, c'est cette récolte magnifique 2022 avec des chiffres qui nous redonnent, si c'était nécessaire, le moral. Juste en chiffres, en quelques mots, 1 750 000 hectos, c'est plus 23% par rapport à la moyenne des 5 dernières années, et c'est plus 75% par rapport à 2021. 2021 était une récolte qui était historiquement petite, 2018, il n'y a pas si longtemps que ça, était historiquement importante. Ça vous donne une idée effectivement des variations qu'on a maintenant avec le changement climatique, et il faut qu'on s'adapte à cette situation. Donc ce volume 2022 nous redonne le moral. Les bouteilles commenceront à être sur le marché
dans le courant de l'année 2023 pour les premières, les appellations régionales. C'est surtout à partir de la fin de l'année 2023 et 2024 qu'on en verra les effets. Et si j'ose dire, je pense qu'il nous faudrait 2 récoltes comme ça de suite pour vraiment rééquilibrer les marchés après l'accumulation de petites récoltes qu'on a connues au cours des dernières années. Alors, quelques mots sur les marchés. Les tendances dont on avait parlé à la dernière conférence de presse il y a quelques semaines sont confirmées. D'abord, les sorties propriétés. Les sorties propriétés, elles sont composées à la fois de ce qu'on appelle des transactions. Les transactions, c'est les ventes entre la viticulture et le négoce, et puis d'autre part aussi des sorties en bouteille par les domaines elles-mêmes. Alors les sorties propriétés, enfin les transactions pour la campagne 2022, sans surprise, elles remontent très fortement. On est à plus 67%. L'année dernière, on était à moins 30%. En fait, les sorties, les transactions suivent finalement les volumes de production. Ce n'est pas très surprenant. Et puis, en ce qui concerne les ventes en bouteille à la propriété, eh bien, sur la campagne qui s'est achevée fin juillet, on était à plus 10%. Ce qui montre à quel point, effectivement, la rareté du millésime 2021 avait créé une demande, une tension sur les marchés. Et comme je le dis, on a été obligé, dans le courant de l'année dernière, de l'année écoulée, de racler non pas les fonds de tiroir, mais les fonds de terroir, pour vraiment mettre à la disposition des clients dans le monde entier tout ce qui nous restait. Et le résultat de tout ça, c'est que les stocks étaient absolument au plus bas historique, fin juillet, à la fin de la campagne précédente. En ce qui concerne les marchés, alors là, effectivement, depuis le début de l'année, sur 9 mois, on assiste, et c'est confirmé maintenant depuis quelques mois, on assiste à un fléchissement. Pour la première fois depuis des années, nos volumes sont en baisse. Et ce n'est pas surprenant puisque, effectivement, nos volumes disponibles eux-mêmes sont très limités. Il y a certainement également un effet prix, mais je pense pour le moment que c'est essentiellement l'effet volume qui fait que nos opérateurs, domaines et maisons, n'ont pas pu mettre à la disposition de leurs clients, que ce soit en France ou que ce soit à l'exportation, les volumes qui auraient été nécessaires. On a été obligé de faire des allocations assez sévères. Alors, en ce qui concerne par exemple la grande distribution en France, là, malheureusement, on rejoint la tendance générale. On a une tendance générale en France à une certaine déconsommation du vin. C'est dû à plusieurs raisons. Il y a une raison de pyramide des âges. Les jeunes générations consomment moins que les générations précédentes. Les jeunes consommateurs sont tentés par d'autres types de boissons, par la bière, par les spiritueux. Le vin est en concurrence avec l'ensemble de ce type de boissons. Et donc on sait en France qu'il y a une déconsommation. Les vins rouges notamment sont touchés. Et la Bourgogne qui caracolait en tête, en fait, au cours des dernières années, des ventes en grande distribution, la Bourgogne qui avait une santé même assez insolente, on était la seule région qui était en progression à l'inverse de cette tendance de déconsommation, eh bien on décroche un petit peu, enfin un petit peu, les chiffres sont assez significatifs, on décroche de 25,7% depuis 9 mois en volume et de 16% en chiffre d'affaires, mais encore une fois, on rejoint la tendance générale, essentiellement du fait qu'on n'a pas de volume disponible à proposer. Heureusement, le secteur traditionnel et notamment la restauration se sont très très bien portés. Les vins de Bourgogne se vendent extrêmement bien en restauration et également dans le réseau des cavistes. On a fait une petite étude qui nous montre que les Bourgognes représentent 17% de l'offre des cavistes en France. Donc très très belle performance quand on sait que la Bourgogne en fait c'est 4% de la production des vins AOC français. Donc la Bourgogne est surreprésentée et correspond effectivement, trouve vraiment sa voie dans ce réseau des cavistes. Les marchés export, pas de changement dans notre top 5, notre club des 5 des principaux marchés. Là également des volumes qui sont à la baisse. Au global sur l'export depuis le début de l'année c'est moins 10,2%. Par contre, le chiffre d'affaires, la valorisation continue à être à la hausse. On est à plus 12, donc ce qui montre une certaine déconnexion finalement entre nos volumes et notre chiffre d'affaires. Donc effectivement des prix qui restent élevés et qui ont continué à progresser suite à la rareté des derniers millésimes. Et tous nos principaux marchés export, que sont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, le Japon et la Belgique, pour le top 5, sont sur cette même tendance d'une baisse en volume et d'une augmentation encore en termes de chiffre d'affaires. On assiste aussi à une certaine diversification
de nos marchés, puisqu'on voit certains marchés qui sont juste après dans le classement, qui sont par exemple le Danemark, qui sont la Suède, qui progressent. Le top 5 en fait baisse un petit peu en proportion et c'est très bien. Nous diversifions nos marchés. Hier soir, le ministre de l'Agriculture que nous avons rencontré et que nous avons alerté sur la situation aux États-Unis nous a dit qu'il fallait diversifier nos marchés. Nous n'avons pas attendu les conseils du ministre pour avoir des marchés extrêmement diversifiés en Bourgogne. Voilà, à votre disposition si vous avez des questions, que ce soit maintenant ou que ce soit en privé juste après. Merci. Bien. Eh bien, écoutez, on est maintenant tous et toutes à votre disposition pour vos questions, bien entendu. Oui, monsieur. Oui, bonjour, Bernard Burchi. Bon, d'abord, un petit mot pour Laurent. Donc ici, Victor Hugo, c'est Dieu n'a fait que l'eau, mais l'homme a fait le vin. Voilà. Donc j'ai un commentaire et une question. Bon, pour le commentaire, bon, Ludivine est un peu trop modeste, mais il faut quand même souligner l'exceptionnelle qualité des vins cette année, pour plusieurs raisons. Alors, il y a évidemment l'effet millésime, on en a parlé, mais aussi il y a un véritable travail de fond qui a été fait dans le vignoble depuis 2015, accessoirement un travail qui n'avait jamais été fait auparavant, et qui aujourd'hui a, donc ici clairement, donc abouti, et on le voit, le résultat donc, dans le verre. Donc on est donc dans un, et je pense que c'est probablement les plus beaux vins de Bourgogne qui ont été produits, donc aux Hospices, donc ici, donc, et c'est tout l'honneur de la Bourgogne, donc ça rejaunit sur l'honneur des vins de Bourgogne. Donc par ailleurs, donc, vous savez que les cuvées des Hospices, c'est des assemblages de climat dus à l'histoire, et c'est vrai que quand on met des renardes dans les Bressantes, dans les Cortons, ce que plus jamais personne n'a imaginé de faire, donc ici, donc, le vin met un peu de temps pour se remettre. Donc cette année, donc ici, on a enfin fait le ménage, donc il y a 4 Cortons, 4 climats, je rappelle juste que la Bourgogne et les climats, ça a quelques analogies quand même, donc ici, et ces vins sont magnifiques, donc ici, que ce soit les renards, et en plus, on sort même un climat dont on parle peu, qui s'appelle les Chaumes, qui est pour moi un des meilleurs climats, donc ici, donc, du Corton. Donc en tout cas, bravo pour avoir pris cette décision, donc ici, et donc félicitations quand même pour cette qualité exceptionnelle. Alors ma question, M. François Labbé, elle nous a dit qu'il y avait 1000 hectares de plus par rapport à 2018. Donc ici, est-ce qu'on peut avoir quelques précisions sur ces 1000 hectares et où est-ce qu'ils se situent? Alors, il s'agit de plantations nouvelles, évidemment, Mâconnais-Chablisien, voilà, c'est-à-dire au nord et au sud de la région. C'est une tendance qui va croissante. On a encore beaucoup de possibilités de plantation, mais possibilités de plantation que nous gérons. C'est plutôt la CAVB, c'est-à-dire l'association des viticulteurs. Nous gérons avec prudence pour ne pas exagérer au niveau de certaines appellations. Voilà, Bernard. Merci. Bonjour, Alexandre Bellan, journaliste pour le site Vitisphère. Vous avez évoqué la rencontre avec le ministre hier. Est-ce qu'il a été question de la révision de l'aire d'appellation Bourgogne, s'il vous plaît? Oui, on en a un petit peu parlé, effectivement. On a demandé, Thibaut Hubert a demandé que des assises de l'INAO soient un jour peut-être organisées pour essayer d'adapter l'Institut à la situation actuelle. C'est-à-dire que, je reprends les paroles de Thibaut, l'INAO fonctionne au rythme du siècle dernier, alors qu'avec le changement climatique, on a une accélération des phénomènes et qu'il faut encore 18 ans, par exemple, pour classer des premiers crus en Pouilly-Fussé. Il faut absolument que les choses s'améliorent, mais c'est effectivement un serpent de mer, cette délimitation des appellations régionales. On espère effectivement qu'on va pouvoir accélérer un petit peu les choses. Bonjour, Yukiko Komata sur un news du Japon. J'ai une question à Laurent. Est-ce que vous avez remarqué déjà de impact par rapport de
guerre d'Ukraine, où vous aurez peut-être un impact futur ou passé? Oui, il y a plusieurs impacts en fait. D'abord, la Russie et l'Ukraine représentaient moins de 1% de part de marché des vins de Bourgogne. Donc effectivement, la perte temporaire probablement de ces marchés n'affecte pas globalement les vins de Bourgogne. Les deux impacts principaux qu'on a, c'est l'inflation qui impacte le pouvoir d'achat des consommateurs. Et donc les consommateurs, effectivement, le vin n'est pas une denrée essentielle. Ça contribue certainement à la déconsommation dont on a parlé tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que la même inflation impacte le coût de nos matières sèches, donc nos bouteilles, nos cartons, nos étiquettes, de façon extrêmement importante. On parle de 10, de 20, 30, 40% d'augmentation sur un an. Alors c'est certain que sur des très grands vins extrêmement chers, la proportion qui est représentée par le contenant est relativement faible, mais la Bourgogne, c'est quand même essentiellement des appellations régionales, avec des produits qui ont des prix de vente consommateurs entre 10 et 15 euros. Et là, c'est tout à fait significatif et ça contribue malheureusement, effectivement, à l'augmentation de nos vins. J'en profite pour vous dire que l'inflation, ça a un sacré impact sur les finances hospitalières. Pas d'autres questions? Si. Par rapport aux enjeux des volumes 2022, donc en nette hausse, comment est-ce que vous voyez ou comment est-ce qu'on peut essayer de prévoir l'évolution des prix moyens de la Bourgogne? Est-ce que ça va redescendre ou est-ce que c'est cranté pour vous? Je ne pense pas que ce soit cranté, puisque pour moi c'est vraiment l'application des lois du marché, de l'offre et la demande. Globalement, petite région de production, demande globale qui tire vers le haut, petites années de production, prix qui monte vers le haut. La Bourgogne, en fait, c'est 4000 opérateurs pratiquement, entre les viticulteurs, les négociants, les caves coopératives. Donc c'est 4000 opérateurs, agents économiques qui prennent chacun leurs décisions à leur niveau. Donc c'est vraiment l'application du marché presque pur et parfait, comme on dit en théorie économique. Donc effectivement, si on avait plusieurs années de volume important, il est assez probable que les prix redescendent. C'est ce que je disais tout à l'heure. À mon avis, pour qu'on voit un marché qui retrouve une situation normale, il faudrait au moins 2 récoltes significatives comme l'année 2022. Les effets, on ne les verra pas, à mon avis, avant fin 2023-2024. Mais pour le reste, malheureusement, je ne me risquerai pas au pronostic. C'est la même chose pour la vente de cet après-midi. Oui, je rajouterai une chose, c'est que la Bourgogne a une image, les vins de Bourgogne ont une image de vin cher. C'est faux, c'est totalement faux. C'est peut-être vrai pour 4% des vins produits, mais il ne faut pas oublier que 50% des vins de Bourgogne sont des vins d'appellation générique, c'est-à-dire Bourgogne blanc, Bourgogne rouge, Mâcon, et avec des prix qui, en grande distribution, puisque c'est une référence française, ne dépasse pas souvent 12 ou 13 euros. On se focalise sur les grands crus, mais les grands crus, c'est la partie très émergée de l'iceberg, et sous la mer, il y a tout le reste. Aujourd'hui, d'ailleurs, la demande globale porte essentiellement sur les appellations sous l'eau, c'est-à-dire les appellations de la côte chalonnaise, les appellations de la côte de Beaune comme Centenay, Ladois, qui sont des rapports qualité-prix formidables. Et puis je rappelle finalement que si nos vins se vendent si bien, c'est parce qu'ils sont si bons. Voilà. Très bien. Oui, Paul Mathieu, 177 Autoroute Info. François Labbé, je voudrais avoir des précisions concernant ces fameux vins qui sont sous l'eau. Les dernières appellations, Coteau-Bourguignon par exemple, ou Bourgogne-Côte d'Or, est-ce qu'elles tirent leur épingle du jeu, ou est-ce que... voilà, je ne sais pas, j'ai des questions par rapport à ça, parce qu'effectivement les grands crus fonctionnent bien, on l'a bien compris. Mais... Alors, sous l'eau, c'est pas exactement ça, c'est sous le niveau de la mer, je précise. Voilà, évidemment. Oui, bien sûr, Paul, appellation Bourgogne-Côte d'Or, oui, qu'on aura le plaisir de goûter lors de la prochaine Saint-Vincent tournante de Couchet. Oui, les vignerons de Côte d'Or qui produisent des vins d'appellation génériques ont souhaité avoir aussi leur dénomination géographique, d'appellation récente,
mais qui marche très bien. Coteaux-Bourguignon, c'est l'appellation la plus basse dans la hiérarchie. Elle permet aux consommateurs et aux néo-consommateurs de commencer à connaître et à apprécier les vins de Bourgogne. Et ça va très bien aussi. Excusez-moi, je me permets de poser une question que je m'intéresse beaucoup sur le nonotourisme. En fait, est-ce que vous avez des nouveaux projets sur le nonotourisme, par exemple la communication plus digitale ou par exemple par exemple, voie traditionnelle transmis une partie en route des vents pour le vélo, par exemple, c'est genre, je m'intéresse beaucoup. Bon, merci beaucoup. Alors, le no-tourisme s'est beaucoup développé en Bourgogne ces dernières années, notamment suite au classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est un tourisme très qualitatif, haut de gamme. L'hébergement s'est adapté. Le BIVB prend vraiment sa part. Le BIVB, effectivement, référence, accompagne les producteurs qui veulent proposer des visites, qui veulent proposer des animations. Et surtout, si on parle de no-tourisme, en fait, pour moi, le principal sujet en Bourgogne à l'heure actuelle, c'est l'arrivée très très prochaine, on en a parlé au début de cette conférence, de la Cité des climats et des vins de Bourgogne, qui va être un équipement formidable, qui va permettre en fait, que ce soit à Beaune, à Chablis ou à Mâcon, justement d'accueillir, de faire découvrir la Bourgogne, d'augmenter la connaissance de cette Bourgogne, des visiteurs que nous avons dans la région. Et je suis extrêmement optimiste sur l'avenir de cette cité parce que nous avons un magnifique écosystème en Bourgogne avec déjà des visiteurs qui viennent du monde entier. Et on va avoir un superbe équipement qui leur permettra effectivement, qui sera la porte d'entrée de ces touristes en Bourgogne et avec la vocation ensuite d'être réaiguillés en direction des producteurs, des maisons et des domaines. On va prendre les deux dernières questions alors s'il vous plaît. Bonjour, Guillaume Barouin, les buvologues. Une question pour la régisseur. Est-ce qu'il y a des legs en vue pour les hospices, des nouvelles appellations qui pourraient apparaître? Alors, l'institution bénéficie en effet de générosité depuis plusieurs siècles. Certains projets sont en cours. Certaines idées aussi commencent d'émerger un petit peu. Quand je reçois des viticulteurs vignerons en dégustation, certains émettent très clairement l'envie, l'idée. Au demeurant, ça reste quand même quelque chose de... si certaines vont aboutir dans quelques temps, ça reste quelque chose à construire. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de patrimoine, c'est souvent des valeurs familiales aussi à porter. Et donc l'institution ne fait aucune démarche par rapport à cette thématique, en tout cas d'elle-même. L'institution donne des soins et de l'attention et reçoit la générosité qu'on veut bien lui attribuer. Donc pour l'instant, il y a quelques pistes en vue dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui parce que ce serait prématuré. Et surtout, je crois qu'il faut respecter le temps nécessaire à chaque famille pour construire le beau projet. Je me permets d'ajouter que sur ce point, il y a d'abord la décision appartient in fine au conseil de surveillance des hospices civils de Beaune, présidé par M. Alain Suguenot, et que chaque fois que la question s'est posée, il y a, comme vient de le dire Ludivine Griveaux, il faut qu'il y ait une démarche, et que cette démarche, elle corresponde aussi à toute l'histoire de notre institution et qu'elle s'y inscrive pleinement. On est, vous l'avez compris, très attaché à un certain nombre de valeurs. Hier soir, je crois que c'est M. Févelet évoquait le fait qu'une des valeurs de la Bourgogne était l'hospitalité. Les hospitaliers donc se sentent très bien en Bourgogne. Mais voilà, il faut vraiment que ça rentre dans une logique et dans une cohérence parfaite. C'est important. Merci. Dernière question, Michel Godet, Rabelais TV. Pour aller un peu dans la suite de la réponse et de la question sur le no-tourisme, comment
concrètement allez-vous vous situer dans le cadre de cette fabuleuse vallée de la gastronomie qui, semble-t-il, a un peu de mal à prendre ses véritables marques entre Dijon, Beaune, Nuits-Saint-Georges, Lyon et même plus bas? Merci. Oui, effectivement. Alors, je rappelle que nous sommes une cité œno, pas gastro. Et nous laissons la gastronomie à Dijon. Et effectivement, l'idée est séduisante. Démarrer à Rungis, passer par Dijon, filer à Lyon, etc. Vous remarquez que géographiquement, nous sommes dans la ligne. De Chablis, Beaune et Mâcon, nous sommes dans cette vallée. Voilà. Mais nous avons une démarche un peu différente, et comme le disait très justement Laurent, notre souhait est que chaque visiteur sortant de la cité ait envie de Bourgogne. De Bourgogne du vin, de Bourgogne du patrimoine et de Bourgogne de la gastronomie. Voilà. Très bien. Merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité. Et en guise de conclusion, n'oubliez jamais l'enfant que chacun de nous a été. Bravo.